Merci de nous rester fidèles. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre émission Toute la vérité sur Sen TV. Un plaisir aujourd'hui également d'accueillir une femme de valeur, je l'appellerai ainsi, la lionne du Baol, qui est originaire de Bombay. Je m'en vais vous la présenter. Aïssatou, dite Aïda Mbodj, Oui. Honorable, merci de nous accueillir et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, Birahim. Permettez-moi de saluer vos téléspectateurs, de saluer la direction de Sen TV, des médias en général, de saluer votre travail, de le magnifier, de vous encourager. Depuis longtemps, nous avons une collaboration très franche et je voudrais m'en féliciter et saluer tout le monde. Permettez-moi aussi de distinguer dans ces salutations mon jeune frère Bougane Gueye Dany, qui abat un travail formidable que je voudrais aussi saluer. Bonjour Birahim. Merci Aïssatou Mbodj, mais Aïda Mbodj, députée, honorable députée, ancienne maire de Bombay, ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Développement social, ministre de la Transformation alimentaire des produits agricoles, sous Souleymane Ndéné Ndiaye, pendant quelques jours, 10 à 11 jours, donc très éphémère, présidente d'un parti, And Saxal Liggéey, parti jeune, mais quand même qui a 5 ans aujourd'hui, je pense que 5 ans. Qui a amené son député à l'Assemblée. Qui a un député à l'Assemblée nationale. Alors, député à l'Assemblée nationale, honorable, l'actualité reste dominée par cette crise, je dirais, sociale, avec l'augmentation des tarifs de l'électricité, une manifestation ce vendredi avec plusieurs arrestations. D'abord, votre premier commentaire et votre sentiment par rapport à cette crise qui a quand même commencé à perdurer depuis un peu plus d'une vingtaine de jours. Oui, avant d'en venir, permettez-moi de préciser que le passage au ministère de la Transformation s'est terminé par une démission. Parce que, comme vous l'avez dit, c'était éphémère, c'est moi qui ai pris l'initiative. C'était une coquille vide, hein, voilà, comme vous le disiez. C'est une histoire, c'est à la suite de plusieurs audiences que j'ai pu prendre la décision de démissionner, ce qui est d'ailleurs rare. Pour en revenir à l'actualité nationale, on ne peut que regretter ce qui s'est passé le vendredi, parce que comme vous le savez, la marche est inscrite dans les droits attribués aux citoyens et consacrée par la Constitution du Sénégal. Déjà en 2001, la deuxième Constitution, la Constitution élaborée et inspirée par le président Wade, il avait inscrit dans la Constitution 19 libertés. Et parmi ces libertés, il y a la marche. La marche, c'est consacré, il suffit d'une déclaration pour informer. L'information, pour donner l'information à l'autorité. Mais il ne s'agit pas de réprimander une marche, d'alourdir les procédures pour effectivement arriver à la réprimander. Donc on ne peut que regretter ce qui s'est passé, d'autant plus que le mobile intéresse tout le monde. C'est une revendication commune qui vous concerne, vous Birahim, qui me concerne, qui concerne les manifestants. Nous portons ce combat à tous les niveaux. Je le porte au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai été la première à dénoncer cette hausse de l'électricité parce que nous avions anticipé quand il y a hausse du carburant. Quand il y a hausse du carburant, on avait déjà annoncé la couleur. On avait bel et bien dit qu'il s'en suivrait d'autres hausses. Dont l'électricité, immanquablement. Avec ces corollaires. Immanquablement, parce que quand il y a hausse du carburant, il y a effectivement une hausse générale qu'on avait prévue et on avait anticipé en mettant en garde les tenants du pouvoir. Il nous avait dit à l'époque qu'il donnait des garanties, des gages, comme quoi il n'y aurait pas de hausse. Là, nous sommes devant le fait accompli. Chacun, en ce qui le concerne, porte le combat. Nous avons le privilège et l'honneur, la chance d'être à l'Assemblée nationale. Nous portons ce combat à ce niveau. D'autres qui n'ont pas, vous avez les médias, vous dénoncez à partir des médias. Mais ceux-là qui n'ont ni l'Assemblée,
ni les médias peut-être. Ils s'en vont, ils n'ont que la rue. Ils n'ont que la rue, c'est des citoyens. On est en régime démocratique et je pense que la moindre des choses, c'est de laisser cette libre expression, effectivement, des gens qui évoluent dans la rue, crier. Vous-même, vous êtes, je dirais, présidente d'un parti. Vous tenez votre ménage, votre maison. Est-ce que vous sentez déjà une certaine fluctuation dans le prix de vos factures? Mais avant même l'annonce. Avant même l'annonce. Avant même l'annonce, j'ai eu à le dire quand il fallait transférer au niveau de la LFR, avant les plénières, quand il fallait transférer les 100 milliards à la Sénélec, nous l'avions dénoncé. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si on jette un regard sur le management de la Sénélec, on s'en désole. Mais il faut qu'on le dise. L'État a alourdi les charges de la Sénélec, l'État doit de l'argent à la Sénélec ne pouvant pas s'en sortir, l'État préfère se décharger sur les citoyens. C'est ce qui se passe actuellement, les conséquences de la dette de l'État, les conséquences du mauvais management au niveau de la Sénélec, et c'est le citoyen dans tout cela qui croule sous le poids des charges. Tout à fait. Alors, on parlait de la Sénélec, on embraye sur le sujet, puisque vous en aviez parlé à l'Assemblée nationale. Restons à l'Assemblée nationale ou retournons à l'Assemblée nationale. Oui. Pendant plusieurs semaines, vous avez été devant plusieurs ministres pour justement revenir sur le budget. D'abord, un budget programme. C'est ce qu'on a annoncé. Oui. Que pensez-vous de cette option? C'est extrêmement important. D'abord, il faut préciser que c'est une directive communautaire, donc une directive de l'UEMOA, et qu'aujourd'hui, beaucoup de pays se sont engagés là-dedans, mais je pense que c'est salutaire à ce niveau, où nous avons, au niveau de l'Assemblée, réaménagé notre règlement intérieur pour davantage de transparence, pour le renforcement du contrôle des politiques publiques. Je pense que c'est l'une des innovations majeures, parce que comme j'ai eu à le dire, je fais partie des 10 personnes qui avaient en charge le réaménagement du règlement intérieur, donc qui coïncide aujourd'hui avec l'arrivée du budget programme. Dans le budget programme, ce qui nous intéresse le plus, c'est le contrôle permanent de l'exécution du budget. C'est la fiabilité des programmes, mais c'est aussi la transparence promise. Parce qu'à chaque fois, on est obligé de faire allusion à ces promesses, parce qu'il y a énormément de promesses non tenues. Des promesses non tenues en général, on nous par le régime actuel? Par le régime actuel qui nous vend des slogans. Nous y croyons, mais malheureusement, à l'arrivée, on se rend compte qu'il n'y a pas l'efficacité voulue, qu'il n'y a pas que l'espoir qu'on nourrissait est dessus. Et c'est véritablement regrettable. Mais nous y sommes allés... Mais dans la forme, quand même, un budget programme, dans la forme, c'est ce qui est souhaitable. C'est ce qui est souhaitable. C'est ce qui est souhaitable. Et je pense que passer du budget moyen vers le budget programme, je pense que c'est de grandes avancées notées. Et apparemment, les ministères ont une bonne maîtrise de ce qui se passe. Déjà, les chargés de programme, le résultat... axé sur le résultat, le GAR, donc la gestion axée sur le résultat, qu'on va voir au bout du compte, tout cela nous fait saliver. Mais encore une fois, nous émettons des réserves parce que dans la pratique... Vous ne voulez pas que ce soit des vœux pieux, mais vraiment des choses qui sont... Mais véritablement, une chose opérationnalisée, réalisée, et qu'on arrive à effectivement obtenir les objectifs voulus. Alors, si on devait revenir justement sur cette assemblée, vous parlez des ministères avec justement ces velléités et surtout cet espoir que vous gardez avec ce nouveau programme. Prenons au cas par cas. Oui. Parlons par exemple du ministère des Affaires étrangères, parce que je le rappelle, Aïda Mbodj, vous avez été très présente durant ces différentes sessions, malgré la longueur des journées. Oui, vous faites partie des rares députés qui étaient toujours présents. Pas des rares, quand même. Ce qu'il faut remarquer, c'est que pour cette session, on a noté quand même une présence massive des députés. Depuis les commissions, parce qu'il faut dire aussi que nous avons eu les commissions qui n'étaient pas médiatisées. Les commissions ne sont pas médiatisées, mais au niveau des plénières, vous l'avez constaté, il y a une présence massive de députés. J'y ai mis un point d'honneur parce que je pense que c'est mon travail. J'ai tout fait pour aller à l'Assemblée nationale,
j'ai demandé les suffrages des Sénégalais, la moindre des choses, c'est effectivement d'y aller et de poser les problèmes des Sénégalais. Vous avez parlé du ministère des Affaires étrangères. J'avais un problème qui intéresse tout le Sénégal et qui est aujourd'hui un problème de souveraineté. Parce que je voudrais revenir au problème que j'avais posé. Et avant de poser ce problème, j'ai salué quelque chose qui s'est passé, qui est extraordinaire, qui est formidable, qui concerne notre grand-père, le grand héros, la grande résistance, Cheikh Omar Foutiyou Tall. Avec le retour de son sabre, nous avons salué quand même cette prouesse historique du gouvernement du Sénégal. Et nous l'avons évoqué. Même si le gouvernement après a été chambré, puisque certains chahutés même, je dirais. Mais il y aura toujours des gens qui sont là pour ça. Parce que je vais en venir. Nous en avons profité pour demander au gouvernement de demander la restitution, d'introduire une requête par rapport à la restitution des biens symboliques que le colonisateur, qui n'est plus colonisateur, je crois. Parce que nous sommes dans l'ère de notre souveraineté, nous vivons notre souveraineté nationale. Donc, nous en avons profité pour demander la restitution des objets de valeur, des objets symboliques qui appartiennent à ces grandes résistances qui font aujourd'hui notre fierté. Même si, par ailleurs, les gens veulent nourrir un débat, et il me semble que ce n'est pas un, moi je crois que c'est la symbolique qui est la symbolique. Il faut relever la dimension symbolique. Et par rapport à cette symbolique, parce qu'il y a toujours des gens qui auront quelque chose à dire. Tout à fait. Soit ils ne sont pas d'accord sur la démarche, soit ils ne se sentent pas concernés, soit ils veulent dire quelque chose. J'en ai profité donc pour parler du retour des restes de Sidi Ndaté Yalla. Comme vous le savez, cela participe de notre souveraineté. Cela participe parce que à chaque fois qu'il y a un acte posé par le colon, nous, en ce qui nous concerne, pour renforcer notre souveraineté, pour révéler notre souveraineté, pour montrer que véritablement nous vivons cette souveraineté, nous devons user de cette souveraineté pour réclamer notre dû. Notre dû, c'est le retour des cendres de Sidi Ndaté Yalla. Je pense que le gouvernement doit s'investir là-dedans. Le gouvernement doit effectivement, ne serait-ce que par rapport à cette dimension symbolique qui est historique, travailler au retour des cendres de Sidi, les amener en Nder et en profiter pour célébrer véritablement la bravoure de sa grand-mère, Fatim Khouriaye, dont le sacrifice va faire... Vous en faites un point d'honneur, 200 ans, ce retour de ces... Comme tout bon Sénégalais. C'est pas parce que je suis Mbodj, c'est pas parce que je suis Walo Walo, mais Sidi, l'envergure de Sidi va même au-delà du Sénégal. Parce que comme vous le savez, c'est quelque chose qui intéresse l'Afrique. Il est aujourd'hui au Gabon, mais Sidi, son cousin, Eli Ndiembet, était prince au Trarza. Leurs deux mères sont des sœurs, Ndiembet et Ndaté Yalla. Vous savez, une bonne partie de nos grands-pères avaient suivi Cheikh El Hadj Omar Foutiyou Tall au Mali. Et effectivement, on fait la guerre avec lui. Donc, au nom de tout cela, au nom du devoir de mémoire, pour effectivement renvoyer aux jeunes générations la bravoure, la loyauté, la quête de dignité de nos aïeux, ne serait-ce qu'au nom de cela et au nom de notre souveraineté que nous devons retrouver et que nous devons renforcer, nous devons travailler à faire revenir les centres de Sidi Ndaté Yalla. Alors, vous l'aurez compris, on a eu un très bon cours d'histoire avec l'honorable Aïssatou Di Taïda Mbodj. D'autant plus que le colonisateur est allé jusqu'à transformer son nom. Parce qu'il a fait l'école des otages, il a été éduqué, il a été baptisé par Faidherbe, on l'a envoyé au lycée d'Alger, mais à aucun moment il s'est départi de son nationalisme. Il a été le premier à dénoncer le colonialisme. J'espère que le professeur Ibeda Thiam est venu vers vous avec son Non, il n'en a pas besoin, c'est mon frère. Mais il sait mieux que cela, ce que je suis en train de dire, il le sait mieux que moi. Parce qu'il s'intéresse beaucoup au nationalisme et Sidi a défendu le nationalisme et qui est d'actualité aujourd'hui. Parce que Birahim, le nationalisme ne va pas de pair avec l'émergence. Pour être émergent, il faut d'abord se retrouver, il faut s'approprier
les valeurs de dignité qui nous habitent pour effectivement aller vers l'émergence. Enracinement et ouverture, comme Ouverture, disait le voilà. professeur Senghor. Alors, Voilà. on parlait du ministère des Affaires étrangères, cet acte également, ou ces actes qui sont attendus. L'éducation également, vous avez été présente aussi à l'Assemblée nationale. Et même, on a eu droit quelquefois à des échanges assez épiques tout à fait. Mon discours, Aïda Mbodj et oui. le ministre de l'Éducation nationale. Mon discours n'a pas plu, je le savais, parce que mon sentiment, et je le dis franchement, parce que c'est ça aussi mon rôle, mon sentiment est que ce ministre n'est pas à sa place. Il était très bien apprécié à la formation professionnelle, mais l'éducation nationale est la propriété de tout le monde. L'éducation nationale a une dimension communautaire et se gère avec une approche participative et inclusive. D'aucuns ont tenté de lui faire savoir, parce qu'aujourd'hui, tous les engagements qu'il avait pris avec les syndicats sont restés en l'état et qu'il ne prend même pas la peine de s'en ouvrir aux syndicats. D'aucuns sont tentés de lui parler, de minimiser le rôle des syndicats au niveau de son ministère. Mais je lui ai dit qu'il n'a pas la possibilité, il n'a pas la possibilité de faire là-bas une gestion manichéenne. Parce que il faudrait parler à tout le monde, mais surtout aux syndicats. Le ministre de l'Éducation nationale... Mais est-ce que votre appel a été entendu? Mais il va l'entendre, parce que les syndicats ne se laissent pas faire. Tout ce qu'on a eu au niveau de l'Éducation nationale l'a été par le combat des enseignants. Les enseignants, on ne leur a rien donné. Les enseignants se sont toujours battus. Voyez-vous, Birahim, le premier syndicat d'enseignants, c'était le SUEL, avec le doyen Souleymane Ndiaye, ensuite Iba Der Thiam. Le SUEL a été créé en 1954. Ce n'est pas aujourd'hui. À ce moment-là, il n'y avait pas de réseau. Parce que ce qui est d'actualité aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux des enseignants de ceci, réseau des enseignants de cela, mais ce problème de réseau ne règle pas le problème des enseignants. Les acquis démocratiques qu'on veut remettre en cause, nous les avons eus par la lutte. Les enseignants ont lutté de 1954 à maintenant. En 1954, il y avait le SUEL, avec nos doyens Souleymane Ndiaye et Iba Der Thiam. Ensuite, il y a eu la création du CES, le syndicat des enseignants du Sénégal, qui était le fruit d'une fusion entre le SUEL et le syndicat africain des professeurs, géré par Séga Seck Fall, le doyen Séga Seck Fall, qui était à l'école normale supérieure. Vous savez, pour dire... En fait, tout ceci pour dire que l'éducation aujourd'hui... qu'il n'a pas les moyens d'ignorer les syndicats. Les syndicats ont une légitimité historique. Le ministre ne gère pas bien. C'est-à-dire qu'il fallait lui imposer cette information-là pour qu'il sache qu'aujourd'hui, il n'a pas les moyens d'ignorer les syndicats. Est-ce que c'est le ministre qui n'a pas les moyens ou en tout cas... Ou les syndicats. Mais les syndicats, ils sont dans leur rôle. Les syndicats... aujourd'hui, c'est aisé de faire du syndicalisme dans l'enseignement. Avant, il n'y avait pas de parti d'opposition. On caractérisait les syndicats comme des entités subversives. Senghor, en 1973, c'est de Rome, où il était, et qu'il a pris la décision de dissoudre le CES. C'est en 1976, au mois d'avril 1976, qu'on a reconstruit le CES en le transformant Sud-Est. Moi, j'étais membre du Sud-Est. Oui. En 1977, alors qu'on était à l'école normale, le feu Maguette Thiam est venu nous sortir de nos classes pour nous faire défiler. Jusqu'à maintenant, le Sud-Est est resté debout. Souvenez-vous, en 1981, les syndicats se sont tellement battus, le syndicat des enseignants, que Senghor était obligé de tenir les états généraux de l'éducation. C'est à la suite, pour appliquer les conclusions des états généraux, qu'on a fait nommer le professeur Iba Der Thiam avec Pape Diouf. Donc les syndicats sont là plus que jamais debout. C'est pourquoi je lui dis qu'il n'a pas la possibilité d'ignorer leurs revendications. Mais il y a eu n'a pas la possibilité de représentativité syndicale. Est-ce qu'à partir de ces élections et des résultats les syndicats d'enseignants ont sont bel et bien dans les structures paritaires. Donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, après l'éducation également, Aïda Mbodj, toute griffe dehors, Lionne du Baol que vous êtes, vous avez également parlé du porte-parole du gouvernement.
avec notamment la gestion de l'ARTP. Aujourd'hui, un sérieux problème se pose au sein du régime, celui de la communication. Je vais profiter de votre antenne d'abord pour demander à Monsieur le Président de la République de se départir de l'ARTP, même si c'est une agence d'envergure, que le ministre en charge des télécommunications puisse se servir de l'ARTP comme support technique. Parce mais l'ARTP est aujourd'hui logée à la présidence. Gérée à la présidence, c'est ce que le ministre nous a dit. Mais nous l'avons interpellé par rapport justement à cette communication. D'abord, vous n'allez pas me dire que j'ai été indulgente parce qu'elle est une dame, mais c'est une dame que je connais très bien. Et je dis qu'à chaque fois qu'une dame gère un secteur technique, moi, j'y veille personnellement. Parce que les dames ont l'habitude d'être confinées dans les secteurs à vocation sociale, mais une dame comme Madame Sibi, Sophie Gladima, une dame comme Madame Tiké, qui est porte-parole du gouvernement, on ne peut que les encourager avec Néné Fatouma Tall, qui gère aujourd'hui la jeunesse. Et nous avons apprécié sa démarche qui est très inclusive aussi, ce dont ont besoin les jeunes. Donc je pense qu'il faut les encourager. Donc pour l'ARTP et la communication. La communication l'ARTP aujourd'hui, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Le président a énormément de communicants. On va revenir sur ce point. Mais au-delà de l'aspect politique, parce que le président ne fasse pas ressortir ses orientations ou n'ait pas une bonne communication politique, nous, ça nous arrange au niveau de l'opposition. Par contre, nous avons besoin à tout moment, à chaque fois, de savoir dans quelle sauce on mange. Moi, je suis obligé, bien que sachant que je n'apparaîtrai jamais à la RTS, j'ai besoin... Pourquoi? Parce que je suis de l'opposition, tout simplement. C'est mon seul tort. Mon seul tort, c'est d'être de l'opposition. Bon, peut-être. Mais pas parce que je durant la campagne, pas parce que durant une campagne présidentielle, voilà, ils sont obligés. J'ai payé ma caution. Ça, ils sont obligés. Mais dites-vous, vous qui n'avez pas le budget de l'État, vous qui n'êtes pas service public, vous faites le travail mieux que la RTS. Parce qu'aujourd'hui, la RTS, c'est une discrimination qui ne dit pas son nom. Et que nous continuons de regretter et de condamner. Alors, nous l'avons toujours fait depuis la 11e législature jusqu'à présent. Tala, vous avez le droit Racine, de c'est ce que je lui dis. Quand j'étais ministre de la Communication, effectivement, lors de la 12e législature, quand j'étais du moins présidente de la Commission de la Communication, je voulais user de mon droit de l'appeler au titre de l'article 44 du règlement intérieur pour l'appeler en audition. Parce que à ce moment-là, c'était très grave. Directeur général de la RTS. En tant que directeur général de la RTS, on pouvait l'appeler au nom de l'article 44 pour effectivement l'audition. Pour des explications. Évidemment, c'était à l'approche des élections législatives. Quoi qu'on puisse dire, je suis de l'opposition, mais je suis très démocrate. Il était candidat à la mairie, donc je ne voudrais pas compromettre ses chances. J'ai préféré laisser. Sans pour autant tirer sur la RTS, mais le fait de ne pas avoir le président le président de la commission de la communication, qui est du même bord que lui, ne l'appellera pas, mais nous aussi, il nous appartient de continuer la dénonciation. Alors, vous parlez de communiquer, mais communiquer à travers d'autres canaux. Voilà, ce que j'ai dit au ministre Tiké Ndiaye, c'est d'utiliser les radios locaux, les radios locales. Parce que comme vous le savez, il y a les radios communautaires, il y a les radios d'information, mais qui opèrent au niveau local. Alors ces radios peuvent être des relais très fiables. Alors, et le gouvernement... Elle est également femme de médias. Voilà, d'accord. non, parce que les radios disent ce dont nous avons besoin. Je vous donne l'exemple de deux politiques, très rapidement. Le gouvernement a aujourd'hui le problème des enfants de la rue. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où il faut distinguer les enfants apprenants des enfants vagabonds qui sont dans la rue. Alors, mais une radio locale porterait bien ce message pour montrer aux gestionnaires de Dara et autres que vous avez des enfants, que l'État doit s'occuper de ces enfants, que vous êtes en train de dispenser une éducation choisie par le parent, ce qui est consacré d'ailleurs par la Constitution. Chaque parent a la liberté d'avoir l'option de l'éducation de son enfant.
mais c'est la radio locale qui peut transmettre le message au Serigne Dara. Nous avons le problème de l'excision, la lutte contre l'excision des jeunes filles. C'est plus la proximité. Mais vous croyez que la radio locale vous croyez que la RTS de Dakar est plus efficace que la radio locale de Kédougou? Parce que la radio locale de Kédougou non seulement utilise la langue qui peut être dont est accessible la population, mais a le message idéal pour effectivement transmettre cette politique du gouvernement. Alors, on reviendra sur cette politique du gouvernement de manière générale et surtout sur la communication. Ce sera juste après cette courte pause. Nous retournons au service commercial avant la suite de votre émission Toute la vérité.